Pendant des décennies, un unique logo argenté, représentant l'avant d'une locomotive, a dominé les autoroutes européennes, les voies ferrées du Sahara et les chantiers d'infrastructures en plein essor de l'Asie d'après-guerre. C'était le logo Burelis, l'image même de la locomotive. Burelis incarnait le summum de la puissance industrielle française, capable de franchir des terrains où les véhicules moins imposants étaient engloutis. Pourtant, aujourd'hui, dans le paysage moderne du transport lourd, le nom a disparu. Non pas à cause d'un déclin progressif dû à l'obsolescence ou à une défaillance technique, mais bien parce qu'à l'apogée de son savoir-faire technologique, Burelis produisait certains des camions les plus performants jamais conçus. Le mystère réside dans la disparition de ce géant, qui contrôlait jadis près de la moitié du marché français et définissait le concept même de véhicule lourd. L'histoire commence avec Marius Burelis, cet homme qui, apprenti tisserand de soie, devint un pionnier du moteur à combustion interne au début du 20e siècle. Tandis que d'autres privilégiaient le luxe automobile, Perlet se tourna vers l'aspect pratique. Il comprit que l'avenir économique de toute nation ne reposerait pas sur la force des bras, mais sur des structures d'acier propulsées par des moteurs diesel. Cette vision se confirma durant la Première Guerre mondiale, lorsque l'armée française dut faire face à un véritable cauchemar logistique lors de la bataille de Verdun. C'est le camion Perlet CPA qui sauva le front. Des milliers de ces camions sillonnèrent la route mythique, circulant jour et nuit, transportant ravitaillement et troupes sous un feu nourri. Le CPA n'était pas qu'un simple véhicule, il incarnait la robustesse mécanique, et son succès consolida la position de Perlet comme leader incontesté de l'industrie lourde française. Après la guerre, Perlet ne se contenta pas de développer et d'améliorer ses produits, mais révolutionna le secteur. L'entreprise fut parmi les premières à reconnaître l'efficacité du moteur diesel par rapport au moteur à essence pour le transport de charges lourdes. Cet avantage technologique lui permit de se développer. Dans les territoires coloniaux, et plus particulièrement en Afrique du Nord, le désert du Sahara devint le terrain d'expérimentation idéal pour Berlia. La conception d'un camion pour le désert a nécessité une refonte complète des systèmes de gestion thermique et de filtration, car le sable endommageait les pistons et la chaleur les lubrifiant. Berlia a développé des systèmes de refroidissement spécialisés et des filtres à air primaire renforcés, permettant à ces machines de fonctionner à des températures atteignant 50 degrés Celsius sur les dunes mouvantes. À cette époque, le camion Gazelle et d'autres véhicules tout-terrain légendaires ont vu le jour, devenant indispensables à l'exploration et au commerce du pétrole dans le Sahara. Vers les années 1950, Berlia a atteint le sommet de son innovation mécanique avec la création du camion 100. À sa sortie, il était le plus grand camion du monde, mesurant 5 mètres de haut et propulsé par un moteur Cummins de 100 chevaux. Le 100 a été conçu pour un seul usage, le transport de matériel de forage pétrolier. Cet imposant camion a été conduit au cœur du désert, là où il n'y avait pas de route. Il était équipé de pneus basse pression, spécialement conçus par Michelin, pour éviter que ce géant de 60 tonnes, ce n'était pas qu'un simple camion. C'était un monument roulant au génie français, prouvant la capacité de Berlet à résoudre des problèmes autrefois considérés comme insolubles, et consolidant ainsi la position de l'entreprise comme référence mondiale en matière de transport dans des conditions extrêmes. Cependant, cette domination même commença à engendrer ses propres défis. L'entreprise jouissait d'une indépendance extrême, un empire familial qui résistait aux mutations de l'intégration économique européenne. Si les camions eux-mêmes étaient des chefs-d'œuvre de robustesse, le contexte géopolitique et économique était en pleine mutation. La glorieuse période d'après-guerre, marquée par 30 années de croissance économique rapide en France, a engendré une concurrence féroce de la part des constructeurs allemands et suédois qui ont commencé à standardiser les pièces et à simplifier la production, mettant à l'épreuve l'esprit Berlet. Les coûts d'entretien de ce catalogue de véhicules vastes et spécialisés, allant des fourgonnettes de livraison légère à l'imposant camion Nordberg, ont commencé à peser lourdement sur les finances de l'entreprise. Au milieu des années 1960, l'État français a commencé à intervenir dans le secteur industriel, craignant que des géants étrangers ne rachètent ses principales entreprises nationales. Cela a entraîné une série de fusions forcées et de restructurations stratégiques. En 1967, Berly fusionne avec Citroën. De prime abord, cette association semblait logique.
la technologie hydraulique innovante de Citroën alliée au châssis robuste de Berliet. Cependant, le choc des cultures entre un constructeur de voitures particulières et un puissant fabricant de camions a engendré des tensions. Plus important encore, Citroën était elle-même confrontée à une instabilité financière. À l'approche du choc pétrolier des années 1970, le secteur des engins lourds, grand consommateur d'énergie, était menacé d'extinction. Les conditions étaient donc réunies pour une fusion radicale qui allait finalement conduire à la disparition de la marque Pirelli des routes du monde entier. Cette disparition s'est amorcée lors de la restructuration économique mondiale des années 1970. Suite à la crise énergétique, le gouvernement français a mis en œuvre un plan de consolidation de l'industrie automobile nationale en une seule entité puissante, capable de rivaliser avec des entreprises comme Mercedes-Benz et Volvo. Ce plan a abouti au rachat de Pirelli par le groupe public Renault. En 1974, Pirelli fusionna avec Svim, un autre constructeur français de camions de premier plan, déjà membre du groupe Renault. Les deux marques coexistèrent brièvement, mais leur destin était scellé. En 1978, elles fusionnèrent officiellement pour former une nouvelle entité, Renault Véhicule Industriel, RV. La disparition du nom Pirelli ne fut pas immédiate, mais progressive pour les ingénieurs et les conducteurs qui avaient passé des décennies au volant de camions Pirelli. Ce changement d'image marqua la fin d'une époque. Le logo emblématique de la locomotive fut progressivement remplacé par le losange Renault. Cependant, l'essence de Berliao ne disparut pas pour autant. Elle devint la pierre angulaire de la division poids lourds de Renault. La célèbre série Berliao Terrace, connue pour ses cabines surélevées et ses moteurs puissants, évolua directement vers la série Renault R. Cette série domina le transport longue distance en Europe tout au long des années 1980, prouvant que malgré le changement de nom, la philosophie d'ingénierie fondée sur la robustesse et la fiabilité demeurait intacte. Point fort, techniquement irréprochable, l'héritage des recherches de Berliat sur les véhicules haute performance s'est perpétué dans certains des secteurs industriels les plus spécialisés. L'expertise acquise grâce à la construction de véhicules massifs pour le Sahara a ouvert la voie aux camions militaires et professionnels modernes et performants. Le passage au groupe Renault a permis des investissements massifs qui ont transformé les lignes de production, passant d'un savoir-faire artisanal traditionnel à un assemblage automatisé moderne. Cette transformation était essentielle à la survie de l'entreprise. Le monde n'avait plus besoin de quelques centaines de chefs-d'œuvre fabriqués à la main, mais de dizaines de milliers de véhicules de flotte fiables, économes en carburant et standardisés. L'obstination de Perlet à tout fabriquer en interne, des pompes d'injection aux essieux, constituait une tradition coûteuse, que la nouvelle structure du groupe a finalement simplifiée. Le dernier camion portant l'emblème Perlet est sorti des chaînes de production en 1980. Depuis, la marque a perduré principalement à travers Renault Magnum et ses successeurs, qui ont hérité de l'usine Perlet de Vénissieux. Aujourd'hui, ce site fait toujours partie intégrante du groupe Volvo, qui a racheté Renault Trucks en 2001. Ironie du sort dans l'histoire industrielle, les camions qui ont bâti la France moderne et dompté le Sahara appartiennent désormais à un conglomérat mondial, dirigé par une entreprise suédoise. Pourtant, en voyageant en Afrique du Nord ou dans certaines régions du Moyen-Orient, on peut encore croiser, de temps à autre, un vieux camion Perlet à la carrosserie craquelée mais robuste, toujours en service dans les mines ou pour le transport d'eau. Ces « fossiles vivants » témoignent du respect porté à la marque. Ces camions étaient conçus selon les normes d'ingénierie les plus exigeantes, au point de survivre à l'entreprise qui les a créés. La disparition de Berliet illustre parfaitement l'évolution de l'industrie mondiale. Elle démontre que la supériorité technologique ne suffit pas à elle seule à sauver une entreprise si elle ne parvient pas à s'adapter à la complexité des fusions-acquisitions et à l'évolution des demandes du marché. Berliet a été victime de son propre succès et de son importance nationale. L'entreprise était si vitale pour l'économie française qu'elle ne pouvait être laissée à elle-même, et si spécialisée qu'elle ne pouvait survivre à l'ère de la production de masse sans aide extérieure. Bien que le logo argenté n'apparaisse plus sur les nouveaux réseaux de camions, l'ombre de Berliet plane encore sur les poids lourds Renault et les 4x4 sillonnant les terrains accidentés. Si vous avez apprécié cette présentation détaillée des géants de l'ingénierie des transports, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres documentaires sur les véhicules les plus sophistiqués au monde
et l'histoire méconnue des machines qui ont bâti notre monde moderne.